On arrive à la fin de nos 4 présentations. J'espère que vous avez apprécié autant que moi ce voyage qui nous a permis vraiment d'aller de l'Amazonie jusqu'à l'Afrique en passant par les forêts nordiques et nous retrouver dans notre grand territoire ancestral, dont les ancêtres, c'est peut-être pas les miens, mais ça nous rappelle que nous sommes tous de nouveaux arrivants, certains plus récents que d'autres. Et sur ça, donc, je veux ouvrir la discussion, les échanges. S'il y a des questions en ligne, est-ce que tu en as fait? Vous avez des questions en ligne? Sinon, dans la salle. Bonjour, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis je vais peut-être commencer, puisque c'est dans mes intérêts, là, je veux développer beaucoup de projets en relation avec Premières Nations, Métis ou les Inuits en gestion de tourbières nordiques. Roxane, j'aimerais en premier te demander comment dans ce projet-là, est-ce que tu étais là depuis le début, hein? Puis comment se sont faits les premiers engagements? Est-ce que c'était via les bureaux d'environnement ou c'était des écrits directs au Conseil des Nations? Et ça, c'est ma question 1. Je pense que probablement qu'il y a eu un très bon financement de Transport Canada parce que ça implique beaucoup de fonds pour faire des ateliers, Et puis, la dernière partie, c'était savoir comment vous avez facilité la participation des Premières Nations. Est-ce qu'il y avait attaché à ça un peu comme des honoraires ou de payer un peu les bureaux d'environnement ou c'était seulement de faciliter les déplacements, puis ça venait en grand nombre, etc. Bon, côté financement, on est chanceux de travailler avec Transport Canada. Ils ont un programme spécial pour le déplacement de personnes des Premières Nations pour leur permettre de participer à des activités, puis à des activités qui sont faites avec Transport Canada. Donc, ça touche, quand on fait un atelier puis qu'on fait venir des gens, puis leurs déplacements sont payés par un autre programme, donc ça touche pas notre financement qu'on a pour le projet. Nous, on paye nos déplacements, mais c'est ça, pour favoriser la participation pour faciliter les déplacements des membres des Premières Nations, ben il y a un fonds à part. Fait que c'est clair que ça nous permet de faire des ateliers puis de beaucoup travailler ensemble, c'est un privilège. Ça incluait le logement aussi, parce qu'il y en a qui sont loin, là. Ah oui, c'est ça, ce programme-là, Transport Canada paie le déplacement, ça veut dire gaz, avion, hébergement, les repas, puis des frais d'honoraires s'il y a des gens qui ont besoin d'honoraires. Fait que souvent, les employés de la nation qui ont comme leur salaire, mais s'ils font venir des aînés, ben là, il peut y avoir des honoraires pour les aînés. Donc, c'est ça. Donc, pour venir aux ateliers, c'est ça. C'est une chance, là. Moi, c'est le seul partenaire avec qui existe un programme comme ça, là. Fait qu'on en profite, là, c'est sûr. Fait que c'est ça, côté financement, il y a ça qui nous permet vraiment de faire beaucoup, là, parce qu'un atelier, c'est très, très cher, là, faire déplacer des gens de partout. Euh, Fait que ça touche un peu comment on a facilité la participation, mais il n'y a pas que ça. Mais avant, je vais peut-être parler comment les relations se développent. Dans ce projet-là, Culture et Nation que j'ai présenté, en fait, tous les projets qu'on fait, c'est une demande qui vient des Premières Nations. Donc là, il y avait une demande de la nation Kanien'kehá:ka pour avoir ce projet-là, puis avoir le projet biophysique. Puis pendant le projet biophysique, ils ont demandé, puis après, bon, il y a d'autres communautés, tu sais, des nations avec lesquelles on a travaillé qui ont demandé que ce projet-là se passe sur les effets plus socioculturels, sur les communautés. Donc, la demande est venue d'eux. Puis après, ben, c'est que là, ils ont été invités à participer. Fait que toutes les nations et communautés côtières dans le tronçon fluvial du Saint-Laurent, parce que c'était déjà un bon territoire, ont été invitées à participer. Puis celles tu sais, qui sont venues étaient là. Donc, en général, ils ont envoyé les communautés, ils ont envoyé quelqu'un qui travaille au conseil, puis soit au territoire et ressources, soit coordonnateur maritime ou quelqu'un à la culture, des fois, pour travailler avec nous. Donc, ça a été quand même facile. Là, on fait comme phase 2, disons, là, c'est un projet pilote. Là, on travaille avec les Inuits. Puis ça s'est fait complètement différemment. C'est en faisant Culture et Nation, on a rencontré des gens d'une communauté Innu, de Pessamit.
bon, dans les différents déplacements qu'on faisait, ils ont dit, hey, nous aussi, on aimerait ça travailler là-dessus, tu sais. Est-ce qu'on peut penser à un projet ensemble? On a commencé à le construire avec Pessamit. Ils ont dit, on aimerait que ça devienne un projet de la nation Innu. Puis là, ça a été par contact. Les gens de Pessamit connaissaient quelqu'un dans les autres communautés. On a fait une mission sur un navire de recherche là, dans lequel il y avait beaucoup d'autres chercheurs pour s'arrêter dans toutes les communautés côtières, aller rencontrer les gens, juste créer un premier contact, voir qu'est-ce qu'ils vivent chez eux par rapport au Saint-Laurent, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait comme aménagement, puis leur parler un peu de ça, puis est-ce que c'est quelque chose qui pourrait les intéresser. Puis après ça, ben, on a continué de faire des suivis, discuter. Fait que, merci. Merci beaucoup. Oui, puis je vous invite à échanger tantôt, là. Merci beaucoup. Alors, on a une question en ligne. Oui, donc la question s'adresse à Félicité. Je pense que tu vas être en mesure de répondre. Donc, c'est Monsieur Dr Mbengue de l'UADB. Il mentionne, nous avons participé avec nos étudiants à ce projet. Merci de rappeler la notion de BDS et expliquer le concept Yanaï. Donc, je pense que Félicité, tu vas comprendre de quoi il est question. Oui, On te laisse la parole. bien évidemment. Bon, je remercie d'ailleurs le docteur pour sa question. C'est vrai, je devais peut-être expliquer les concepts, mais il n'y avait pas assez de temps, donc il fallait être assez précis. Bon, le concept de BDS, BDS signifie en fait boutique de sciences et un concept, pardon, qui a été mis sur pied par Florence Piron, professeur Florence Piron, en 2009. C'est en fait un dispositif de médiation qui connecte le milieu universitaire et la société en rendant possible la transmission et l'utilisation des connaissances scientifiques par, pour et avec les communautés ou organismes civils locaux qui expriment des problématiques concrètes auxquelles souhaite répondre la communauté étudiante et le corps professoral. Maintenant, concernant le concept de Yanaï, Yanaï en fait signifie climat en Hausa, en langue Hausa, et enfant, en langue fon, ça signifie lutte contre la pauvreté. Donc, j'espère avoir répondu à sa question. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Moi, je voulais interpeller peut-être les différents panélistes, mais peut-être plus Wendy, Félicité, Alice, par rapport à cette question des stratégies locales d'adaptation, de résilience. Vous avez fait un travail magnifique de mettre en valeur puis de rendre visibles toutes ces stratégies, puis de les échanger, puis de permettre de les faire connaître par d'autres communautés. Donc, ces stratégies qui contribuent, entre autres, je dirais, il y a tous les ODD liés aux aspects socio-économiques, donc pauvreté, sécurité alimentaire, etc., Alimentaire. reliés à tous ces enjeux et qui, donc, par des stratégies endogènes vont se renforcer puis vont permettre d'améliorer ces conditions. Mais en même temps, vous avez mis en lumière les différents mécanismes de renforcement de ces stratégies. Dans quelle mesure le travail que vous faites pourrait être porté à l'attention des décideurs ou de ceux qui peuvent favoriser ces stratégies de renforcement des mécanismes internes, des mécanismes endogènes? Donc, si vous pouvez parler un petit peu plus de ça, ça serait vraiment intéressant. Donc, peut-être Wendy, là, je te vois. Dans mon cas, comme j'ai montré, on essaie de rendre visible cela, mais pas seulement. Je m'en souviens lorsque je suis arrivé dans l'une des communautés que j'ai visitées, il y a un habitant qui m'avait dit, ben, d'où est-ce que tu viens pour nous trouver jusqu'ici? Je lui ai dit, je viens du Québec. Et il dit, je ne connais pas Québec. Je dis Canada. Oh oui, j'ai déjà entendu parler du Canada. Il me demande, ben, comment sais-tu que nous existons ici? Nous sommes si isolés. C'est question de vous dire que moi, il m'a fallu parcourir un peu là, 7 heures de bus, terre battue, euh, traverser beaucoup de rivières, pas de besoin de vous le dire, c'est en Amazonie, et 30 à 40 minutes de petits bateaux sans sécurité, etc. Euh,
Donc, ces habitants sont très isolés. Donc, d'abord, cette recherche va leur donner de visibilité. Et aussi, lorsque j'ai parlé un petit peu que ces communautés sont organisées en coopératives et associations, mais ces coopératives et associations parfois ne fonctionnent plus. Moi, j'ai fait une recherche multiscalaire à 3 niveaux. D'abord, je me suis rendu dans la tête euh, des gestionnaires, à savoir la plus grande institution qui gère les aires protégées au Brésil et les communautés qui dépendent de ces aires protégées, à savoir ICMBio, qui est l'institut qui est responsable de ça au Brésil. Ensuite, l'institut se trouve dans la capitale du Brésil, Brasilia. Après d'avoir quitté Brasilia, je me suis rendu dans l'institut qui se trouve au niveau régional, qui gère de plus proche ces aires protégées et ces communautés, à savoir la secrétariat du ministère de l'Environnement. Eux, sont plus proches des gens. Et ensuite, je me suis rendu tout de suite auprès de ces gens. Donc, j'essaie de voir à multiniveau comment eux, chaque partie prenante comprennent les défis que ces communautés et ces aires protégées subissent en ce moment. Mais eux, ils savent, nous, après avoir collecté toutes ces données, je devrais retourner et apporter auprès de chaque instance, parce que ce sont les communautés qui étaient en dernier. Donc, j'apporte de ces instances ou des décideurs qui doivent prendre des décisions, ce que moi, j'ai entendu, j'ai compris, j'ai perçu sur le terrain et que vous, avant, le plus souvent, il m'avait dit, bon, oui, j'ai fait ça, nous faisons ça, nous faisons ça. Mais dans la communauté, c'est contraire. Donc, je retourne au bureau et c'est là qu'ils me disent, bon, oui, dans notre plan de gestion suivant, nous pensons mettre en œuvre ces genres de choses, etc. C'est question de vous dire que nous servons une sorte d'intermédiaire pour essayer d'aider ces gens à renforcer notre recherche. C'est pas seulement donner la visibilité, mais c'est comme une recherche de journalistique, question d'aller prendre les besoins de ces personnes et ensuite rapporter ça auprès des bureaux qui sont responsables pour prendre de meilleures décisions ou des décisions éclairées pour ces gens. Merci beaucoup. Merci, Willy. Donc, félicité. Est-ce que tu voudrais rebondir, répondre? Oui, bon, merci pour votre question. Je trouve qu'elle est très pertinente et merci d'avoir si bien compris le projet Yanaï. Donc, je vais apporter juste quelques éléments de réponse et aussi, je pense que je vais rejoindre mon collègue. En réalité, le projet Yanaï, comme vous l'avez dit, cherche à valoriser les savoirs auprès des populations pour les aider à profiter des savoirs de leurs semblables. Mais aussi, en répertoriant ces savoirs locaux-là, nous voudrions aussi peut-être les présenter aux décideurs pour qu'ils puissent intégrer dans les projets de développement ces aspects-là. Parce que je vais vous prendre un exemple. Lorsque nous mettons souvent des projets de développement ici en Afrique, particulièrement dans mon pays, le Cameroun, j'ai déjà vu certains projets échoués. Pourquoi ça a échoué? Parce que la population locale n'était pas d'accord avec les résolutions prises par les politiciens ou bien les décideurs, disons ça comme ça, parce qu'ils ont certaines valeurs. Ils pensent aussi que leur voix compte en fait. Et en intégrant, je dirais, en intégrant leurs savoirs locaux, c'est un peu dans le sens de la justice cognitive. Nous reconnaissons effectivement aussi que, en fait, c'est eux qui subissent les conséquences des changements climatiques. Ils vivent dans ces environnements-là et ils savent le mieux, pour moi, comment s'adapter, comment y résilier. Parce que moi, j'ai été aussi agent de collecte de données pendant le projet Yanaï et j'ai vu de la fierté sur le visage des personnes interviewées parce que ils nous remerciaient d'avoir pris en compte leur voix et en fait, c'était une sorte de fierté de savoir que eux aussi, ils peuvent contribuer dans les aspects de recherche et dans le développement des solutions d'adaptation. Donc, je dirais que de manière globale, en présentant je dirais, ces mesures d'adaptation-là, ces mesures de résilience de ces populations, nous pourrons mieux mettre en place des projets de développement qui
qui sera prise de manière inclusive et participative. Voilà donc Merci. ce que moi Oui, ça vient compléter très bien. C'est très gentil. Merci beaucoup. Alice, est-ce que tu voudrais compléter? Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. parfait. Oui, c'est ça. Donc, dans mon cas, on parlait un petit peu de justement le côté de la résilience des communautés autochtones, etc. Pour ma part, je suis intervenue aussi dans un moment où la résilience était nécessaire, puisque j'ai dû prendre mes collectes de données en pleine pandémie. Donc, je vous laisse imaginer si vous avez déjà été un petit peu avec des gestionnaires de ZEC. Généralement, les membres du CL et gestionnaires ont environ 50 à 70, 80 ans. Et les communautés étaient toutes en lockdown. Donc, pour ma part, ce que je me suis engagée à faire pour redonner à ces communautés, dans un premier temps, ben, forcément, j'ai représenté et enfin rencontré les communautés avec qui j'ai pu parler personnellement. Donc, je voulais que l'ensemble de la collectivité au maximum soit là. Donc, je vais le diffuser grâce au conseil de vente, mais aussi aux institutions avec qui j'ai parlé. Sinon, au niveau des ZEC, j'ai eu la chance, j'ai pas eu le temps de le dire avec le temps, mais de faire un MITAX avec le réseau ZEC. Donc, j'avais déjà présenté nos résultats de l'étude préliminaire en 2019 lors de leur assemblée générale. Et donc, je vais pouvoir refaire la même chose avec les résultats attendus. Et en fait, j'ai aussi développé, je prône l'informel, j'ai aussi développé des stratégies un petit peu plus informelles pour présenter cette fois-ci un petit peu plus aux décideurs, puisque je suis employée étudiante au ministère. Donc, l'ancien ministère avait la faune et les forêts ensemble. Là, j'ai plus le secteur faune, mais j'ai quand même des collègues aussi au secteur faune. Donc, je vais pouvoir présenter au secteur forêt et au secteur faune mes recherches qui vont pas forcément plaire à tout le monde, mais au moins, j'aurai le mérite de les informer de la situation et de pouvoir partir faire ma vie professionnelle au Lac-Saint-Jean. Donc, voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes et pour toutes ces le travail que vous faites déjà, vos recherches et vos contributions. C'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Alors, je vous invite à poursuivre les échanges et poursuivre les discussions autour d'un café. Je rappelle aussi que nous avons l'exposition avec les heures qui sont le résultat des ateliers dans le cadre du projet que Roxane nous a présenté. Alors, bonne continuation à tous. Merci beaucoup aux panélistes.